Alors, bonjour à tous, bon midi, en ce 22 juin, journée de canicule qui s'annonce historique. Habituellement, les canicules, c'est 2-3 jours. Là, on est à plusieurs jours d'affilée. J'espère que vous êtes hot durant cette canicule. Et moi et Jean-Philippe Claude qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jean-Philippe, on est très hot ce midi. Salut. Salut Yvan. Il fait chaud, on est hot, on est prêt. On est prêt. Une question. Ouais. Excellent, excellent. Donc, bienvenue à tous. On est très heureux d'être avec vous encore une fois. C'est quasiment rendu un classique. Ça fait comme 2-3 mois qu'on fait ça. Moi et Jean-Philippe, on a des invités à l'occasion. La semaine dernière, on avait M. Lépine. Donc, aujourd'hui, c'est seulement nous deux. Et on va répondre à vos questions. Et on a déjà reçu des questions sur le site web, sur la page « Pose ta question ». Donc, j'ai mis le lien là, plus haut, ceux qui veulent y aller et poser votre question durant la semaine et durant le QR. On va y répondre. Donc, on va commencer sans plus tarder. Merci d'être là en passant, tout le monde. Donc, Philippe Campeau, bonjour. Quel est le meilleur moyen pour commencer dans le domaine sans avoir la mise de fonds? C'est simple, Philippe. Tu prends l'argent des autres, OK? Donc, il y a différentes façons d'aller trouver de l'argent d'autrui. Donc, ça peut être des parents qui te prêtent de l'argent, ça peut être un associé. Ça peut être un associé qui met l'argent pour toi et vous vous arrangez ensemble pour diviser le profit, mettons 50-50, c'est ce qu'on voit souvent. Donc, un associé est une source potentielle pour trouver de l'argent. Des parents, des amis, des prêteurs privés. Donc, il y a plusieurs façons. Il ne faut pas t'attendre d'avoir l'argent pour commencer. Prends l'argent des autres. De toute façon, c'est ce que tu vas faire le restant de ta carrière. Parce qu'on tente de mettre le moins possible d'argent dans notre poche. Donc, on tente de prendre l'argent des autres pour augmenter le rendement. Donc, et tu demandes aussi où est-ce qu'on trouve les deals. Ben, oui, les reprises bancaires, comme tu dis, sont une source potentielle. Et attendez-vous à plusieurs reprises dans les mois qui s'en viennent avec ce qu'on vit. Beaucoup de personnes vont avoir de la difficulté à rencontrer leurs obligations financières. Donc, les reprises risquent d'être fort intéressantes. Tu parles des notices de 90 jours. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est peut-être des avis de 60 jours que tu veux parler. C'est une autre façon de fonctionner. Bref, il n'y a pas un seul moyen là, pour trouver des deals. C'est vraiment de te mettre en branle une machine marketing pour amener de l'eau au moulin. Et parfois, ça va venir d'une reprise bancaire, parfois, ça va venir d'un courtier, parfois, ça va venir d'un contact que tu as. Donc, ne lésine pas sur les efforts à mettre pour faire la recherche, c'est hyper important. Et c'est le même que tu vas trouver des belles transactions. Jean-Philippe, as-tu quelque chose à ajouter avant de passer à la prochaine question? J'avais rien à rajouter jusqu'au dernier moment où tu as dit ne lésine pas sur l'effort de recherche. Moi, je vous dis, là, c'est le succès en immobilier est directement proportionnel. Okay, ça fait une belle ligne droite là, en fonction du niveau pas de dédicace, mais de niveau d'implication puis de niveau de recherche. Plus quelqu'un cherche, plus il y a de chances de trouver une opportunité. Là, c'est tout simplement la loi des nombres. Donc, y allez-y. Souvent, on se posait des fois en coaching, j'aime répondre ça quand on me pose cette question-là. Toi, chercherais-tu hors marché ou ferais-tu cette technique-là ou cette technique-là? Ben, en fait, je fais l'analogie en disant, c'est comme si on me demande,
est-ce que tu prendrais un bras ou une jambe si tu avais à choisir? Ben, les deux sont utiles, puis les deux sont bons. Fait que les gens qui prospectent beaucoup, ben, ils ont des bons résultats éventuellement. Donc, ça aurait été ça, mon petit grain de sel là, pour le bas de la question de Philippe. Excellent, excellent. On a une question aussi de Marilyn Morin. Je vais te laisser celle-là. C'est pour louer un condo. Est-ce une bonne idée de l'acheter sur plan s'il faut attendre 2 ans avant qu'il soit construit? C'est une très bonne question, Marilyn. En fait, moi, je ne suis pas constructeur de condos, loin de là, mais j'ai des amis qui en ont fait et qui en ont fait quelques-uns. Et c'est drôle, mais il y avait toujours des gens qui venaient acheter les condos sur plan de leur projet. Et bon, c'est sûr que c'est une certaine spéculation, Marilyn. OK? C'est un bémol, c'est une spéculation où est-ce que tu achètes un condo sur plan et tu spécules d'une certaine façon que le marché va augmenter. Je peux te dire le passé. Est-ce que je peux te prédire le futur? Difficile à dire, surtout dans cette période de COVID où est-ce qu'on est un peu incertain dans le reste. Mais généralement, quand on achète sur plan, on faisait un beau profit. Et tous ceux que j'ai entendus dans les dernières années qui l'ont fait, qui ont acheté un condo sur plan, se sont retrouvés à avoir des belles valeurs. Puis même des fois, il y en a qui achetaient sur plan et revendaient leur offre d'achat et ils faisaient un certain profit avec ça. Seul bémol, encore là, on est dans la spéculation. C'est-à-dire que si le prix de ton condo diminue ou il y a X, Y raison dans un temps d'incertitude dans lequel on est, bien là, c'est sûr que tu vas perdre. Mais généralement, l'immobilier, avec le temps, monte tout le temps. Donc, oui, acheter sur plan, c'est une belle stratégie où est-ce qu'on va faire un beau profit. J'ai entendu des profits assez juteux assez rapidement là, de achat et revente de condos sur plan ou d'attendre même qu'ils soient générés. Donc, intéressant. Et tu avais une deuxième partie dans la question, je sais qu'on ne la voit pas à l'écran, mais tu posais la question, est-ce que les intérêts sont déductibles d'impôts? Marilyn, dans ta question, c'était pour louer un condo. Donc, si toi, tu l'achètes dans le but de générer un revenu, oui, les intérêts pourront être déductibles. Voilà. Fait que c'était ma réponse. Yvan, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, tu peux faire un profit en achetant sur plan, surtout en début du projet, parce qu'il faut comprendre que les constructeurs de condos ont besoin de prévendre pour obtenir leur financement. Donc, au début, ils sont plus flexibles un peu sur le prix pour avoir des offres d'achat acceptées et être capable de pouvoir faire débloquer le financement. Donc, ils vont être plus ouverts à vendre un petit peu plus bas dans le début du projet. Et quand le financement il est sorti ou il est en branle, ben là, des fois, ça se resserre un petit peu dans les conditions. Donc, en début de projet, ça va être plus intéressant aussi d'avoir un profit à l'achat à ce moment-là. OK, on va prendre des questions de ceux qui sont là. On reviendra tantôt avec celle de David. Normand Fournel demande si j'ai fait plusieurs achats-rachats, donc ce que je comprends, c'est des flips. Le profit est un gain en capital ou un revenu de bénéfice d'entreprise. Ça dépend de la quantité que tu as fait. Quand tu dis plusieurs, c'est-tu 3? Puis c'est-tu 3 en 25 ans ou c'est 10 en 2 ans? Généralement, les flips, c'est un revenu d'entreprise. Donc, on achète un immeuble dans le but de le revendre. Et évidemment, le taux d'imposition va être différent là, d'un revenu d'entreprise ou un gain en capital. Donc, un petit peu difficile à répondre, mais quand même, garde comme concept que achat-revente fréquent, c'est du revenu d'entreprise. Et là, tu vas être imposé selon ta braquette d'imposition si tu l'as fait au personnel ou selon le taux d'imposition de la société qui, lui, est fixe jusqu'à 500 000 de revenus nets. Donc, quand tu auras fait plus que 500 000 de revenus nets dans ton année en mode flip, normal, tu auras un taux d'imposition un petit peu plus élevé. Mais ça sera un heureux problème rendu là, selon moi. Yvan, est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose? Toujours. Le restant du QRR, tu peux toujours ajouter quelque chose. C'est gentil. Donc, Normand, je vais te dire quelque chose. Le conseil le plus cher que tu pourras jamais recevoir, c'est un conseil gratuit, surtout en fiscalité. Le jour où j'ai compris ce principe-là, que la facture la plus élevée que je paye à la fin de l'année, c'est la facture d'impôt. OK? Donc, les gens se battent. Des fois, les gens, là, on a des discussions là, autour d'un verre de vin, puis on dit « Ah, moi, j'ai Belle, je paye 45 $ pour mon forfait. Ah, moi, je paye 50, je vais aller négocier ça. » Puis on passe 2 heures au téléphone à sauver 5 $ sur un forfait de téléphone, ce qui est bien en soi. Mais réfléchissez maintenant que cette facture-là d'impôt, c'est la plus grosse facture que vous allez jamais payer dans votre année
à toutes les années. D'aller consulter un fiscaliste dans les cas de projet normand, c'est un appel, ça va te coûter 250, 500, 1000, whatever, 1000 $ sur un avocat fiscaliste, mais tu vas le retrouver en facture d'impôt. Donc, rappelez-vous ça, c'est important de consulter les professionnels et d'avoir des bons avis pour sauver sur la facture la plus chère que vous allez payer de toute l'année. Voilà, c'est un petit bémol que je voulais rajouter. Normand, là, Yvan, il a répondu à ta question. Mais si jamais ça devient plus compliqué que ça ou autre, même on te conseille, même en répondant à la question, de toujours consulter parce que dans certains scénarios, moyennant une détention plus longue, moyennant certaines choses, tu pourrais basculer d'un à l'autre. Donc, voilà, c'était mon petit grain de sel. Là. Très bien dit, sage conseil d'un jeune homme. Ça, c'est sage. C'est sage. C'est le fun. Au dernier, on en jasait avec Jacques au dernier live. On disait avec 3 personnes, on avait 3 générations ou à peu près. C'était quand même comique d'avoir les 3 générations. Ça donnait 3 opinions différentes. Yes, il va revenir, M. Lépine, c'est sûr, il aime ça. On va le réinviter. Alex Vanet, est-ce qu'il est possible de faire un profil à l'achat sur une propriété qu'on achète sur plan? Comme je vous ai répondu tantôt, la réponse est oui, surtout dans le début du projet. Frank Daha, est-ce que ce serait mieux d'acheter son premier triplex avec sa propre mise de fonds, puis par la suite aller chercher du financement créatif ou c'est mieux de procéder du financement créatif? Moi, je te dirais, procède le plus possible du financement créatif dès le début. Parce que si tu mets ta mise de fonds, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, les conditions peuvent changer, les conditions de financement, le marché peut évoluer, il peut arriver, comme on a vécu, là, c'était pas prévu, la COVID et tout ça. Donc, tu mets de l'argent en pensant la récupérer dans, je sais pas moi, 1 an. Puis finalement, le marché change, puis ton argent est gelé là, ben, c'est un petit peu plate. Donc, il est mieux de te garder liquide le plus possible. Si tu es capable de faire du financement créatif dès le départ, fais-le. Comme ça, tu vas garder ton argent disponible en tout temps. JP? Oui, j'ai une bonne bonification pour toi, Frank, parce que moi, j'ai commencé avec un triplex. L'avantage avec les petits plex, pour commencer dans l'immobilier, si vous allez y habiter ou si vous avez l'intention d'aller y habiter, dans les petits plex, les mises de fonds sont beaucoup réduites. Là. Donc, un duplex, c'est 5 triplex et quadruplex, 10 Donc, les mises de fonds réduites par rapport aux 20 traditionnels dans les plex. Donc, ça permet un accessoire à la propriété plus facile. Et le financement créatif aussi est moins grand. À 10 c'est plus facile à aller chercher en financement créatif que 20 par exemple. Et outre le conseil, Frank, que je répète, c'est qu'en achetant une petite propriété à revenus, c'est la plus belle école. Entre guillemets, c'est la maternelle, en fait, de l'immobilier. Là. Si on va faire une comparaison où est-ce qu'on commence à apprendre à gérer des locataires, on commence à apprendre à gérer des problèmes, on commence à apprendre à gérer des rénovations et on apprend tout ça. Et là, au fur et à mesure qu'on acquiert des connaissances, après ça, on peut grossir. Et en même temps, on habite à un endroit qui ne nous coûte pas très cher où vivre. C'est sûr que, je ne sais pas, Frank, parce qu'on est évidemment à la province du Québec en live Facebook, je ne sais pas dans quel coin tu vis, mais si tu vis dans des grands centres, il est fort probable que ça va quand même te coûter de l'argent habiter dans le plex. Si tu es à l'extérieur des grands centres, il se peut que tu réussisses à y vivre pour pas grand-chose, mais même si tu calcules la partie que tu perds en intérêt, souvent, c'est moins cher qu'un loyer. Donc, ton paiement hypothécaire, une partie en capital, une partie en intérêt. La partie en intérêt va souvent être moins que la partie que tu payais en loyer. Donc, au final, tu t'enrichis plus avec un petit plex. Donc, moi, je le recommande fortement pour des gens qui veulent commencer dans l'immobilier puis qui n'ont pas de maison encore, qui sont en logement. Faites le saut, allez-y. C'est une merveilleuse école pour le faire. Puis les mises de fonds, comme j'ai dit, sont un petit peu plus basses. Puis, Frank, si je peux me permettre là, un petit truc bien simple, mais quand même, si tu achètes un triplex, tu vas pouvoir y aller avec 10 de mise de fonds avec la CHL et tu pourrais peut-être penser à la remise en espèces. Donc, prendre la remise en espèces de l'institution financière qui va te remettre entre 2 et 7 du prêt et récupérer presque toute ta mise de fonds de 10 Donc, un petit moyen bien simple d'acheter avec un minimum de créativité et de mettre peu d'argent pour acheter ton triplex. Nadine, elle pose une question à Jean-Philippe. Pensez-vous que c'est un bon timing en ce moment pour se lancer dans l'achat d'immobilier multiplex?
Ouais, Nadine qui faisait le commentaire aussi dans les questions que le marché résidentiel est un inventaire très, très faible en ce moment. En effet, on voit il y a une forte pression sur le marché. Les gens ne bougent pas. Donc, les gens qui devaient s'acheter une maison, ben, avec un inventaire plus bas, hein, c'est simple, offre-demande. Donc, en ayant une offre plus faible, ben, la demande augmente, les prix augmentent au niveau du résidentiel. Dans le multiplex, écoute, c'est mon opinion personnelle. Évidemment, je n'ai pas tout fait. Je ne connais pas tous les marchés. Encore une fois, un gros bémol. On est à la largeur de la province du Québec. Moi, j'ai fait Montréal. Je vois encore l'enthousiasme sur le marché, sauf qu'il y a moins d'acheteurs. On sent qu'il y a plus de personnes qui sont en attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, des Plex où est-ce qu'il était que j'ai fait une offre d'achat dessus dernièrement, qui était très, très intéressant, ben, on était 4 offres d'achat dessus. En temps normal, pré-COVID, moi, je pense qu'on aurait été 15 offres d'achat là-dessus. Donc, les offres d'achat, il y a moins d'offres d'achat, il y a moins d'activité. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de prix? Selon ma boule de cristal à moi, je ne crois pas. Là, tout dépend comment le virus va évoluer, évidemment. Là. Mais si on garde une situation relativement stable, je ne pense pas qu'il va y avoir une baisse de l'immobilier au niveau des multiplex. Je pense, dans le pire des cas, une stabilisation des prix. Est-ce que j'ai la réponse? Bien que des fois, les cheveux détachés, je ressemble à Jésus, je n'ai pas la réponse toute cuite sur le marché, mais disons que moi, je crois que l'activité reste quand même. Donc, Nadine, oui, c'est un bon temps de se lancer. Mon seul conseil, ça serait d'être peut-être un petit peu plus agressif sur les prix que vous offrez. Donc, la CHL a changé ses règles, donc c'est un petit peu moins, des fois un petit peu moins attirant parce qu'on ne peut pas faire le retrait d'équité dans nos poches à la fin. Donc, puis il y a plus de vendeurs motivés, ça c'est certain. Donc, il y a des gens qui avaient des business qui ont besoin de vendre pour réalimenter les business, des gens qui avaient de l'immobilier commercial où est-ce que c'est plus difficile. Donc, il y a besoin de liquidité. Il y a un marché qui va être un petit peu plus liquide. Pas un petit peu plus liquide, mais un petit peu plus souple. C'est ça que je voulais dire. Donc, y aller, essayer de chercher des meilleures opportunités, ça serait mon conseil, mais définitivement, arrêtez pas. Arrêtez pas. Je fais juste changer un peu vos critères. Fait que ça serait mon message. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Yvan. Non, c'est clair. Excellent. Excellent. Good. On va continuer. On va revenir à David Dubé dans le début du live là, que j'avais sauté tantôt. Donc, il a trouvé un terrain près d'un quartier Todd, donc un quartier où il va y avoir une densification par rapport à mettons, des trains de banlieue ou des trucs du genre, des services en commun. Donc, actuellement, il y a une unifamiliale sur le terrain. Il voudrait la raser pour construire 2,24 portes. Premier point qui me vient à l'esprit, David, si tu es là, si tu ne payes pas ton immeuble comptant ou tu n'as pas un prêteur privé qui embarque dans le projet puis que c'est expliqué, dans le fond, c'est quoi sa stratégie, c'est que si tu empruntes avec une caisse ou une banque qui a pris une garantie sur la maison, hein, la garantie du banquier, du créancier, c'est l'immeuble, la maison en soi. Et si tu la rases, ben là, tu viens d'enlever la garantie du créancier. Fait qu'il faudrait que ton terrain vale, dans le fond, un bon prix et que la banque ou la caisse accepte ce terrain-là comme garantie, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, c'est le premier point. Une fois que tu payes comptant ou que tu as un prêteur privé qui explique le projet, ou que tu expliques au créancier, la banque ou la caisse, puis il accepte quand même d'aller de l'avant, d'un coup que la maison est démolie. Mais ça revient à dire qu'il finance un terrain. Puis ça, c'est rare qu'ils acceptent de financer des terrains. Fait que ton premier défi de la ville va être ça. Et comment m'assurer que la ville va accepter le projet avant d'aller voir le propriétaire? Il ne faut pas avoir une assurance qu'ils vont l'accepter, mais au moins d'aller voir l'urbaniste et de peut-être demander la grille d'usage, voir qu'est-ce qui est permis dans ce secteur-là. Tu sais, selon la grille d'usage qu'on obtient à la ville, sur le site de la ville ou à la MRC ou peu importe, il y a différentes façons de trouver la grille d'usage. Bref, à la ville, normalement, on est capable de l'obtenir, à l'urbanisme. Et selon cette grille-là, si ça dit que c'est unifamilial seulement, ton projet tombe à l'eau, à moins qu'il y ait une dérogation majeure, ça peut être possible, mais ça, tu ne pourras pas le savoir avant d'être propriétaire. Donc, va à l'urbanisme, regarde les critères et les paramètres du secteur dans la grille d'usage et ça va donner une bonne idée si ton projet est viable parce que si, comme je l'ai dit tantôt, ça ne le permet pas dans la grille d'usage, tu as un petit problème à faire accepter ton projet. Il y avait d'autres questions. Vu que tu étais sur une belle lancée, Yvan, il y avait Marc qui avait une question de flip. Marc Poudrier, si je veux me lancer dans les flips de maison, croyez-vous que les acheteurs seront plus réticents à acheter vu la crise? Selon ta boule de cristal.
Non, je crois pas. Je crois pas. Plus réticent, je crois pas. Peut-être certains vont être moins au rendez-vous, il va y avoir moins d'acheteurs, mais réticent à acheter ton produit à cause de la crise, je pense pas. Très difficile de savoir là, par rapport à ton produit, mais je ne sais pas s'il y avait une sous-question là-dedans. Non, c'était juste savoir ce que les acheteurs seront plus réticents à acheter vu la crise par la suite. Non, je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'avec l'inventaire qui est moins là aussi, hein? Oui, il y a beaucoup moins d'inventaire, donc beaucoup moins d'offres. Fait que les gens, je pense que ça risque d'être bon dans les flips là, à revendre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire dans le marché. Donc, puis si c'est un prix intéressant, il faut comprendre, Marc, si tu veux faire un flip, débarrasse-toi de l'immeuble le plus vite possible. Tu sais, dans le sens, essaie pas d'avoir le plus gros profit possible. Vends un petit peu à rabais pour laisser de la place à ton acheteur, puis roule ton inventaire. Okay? Le but, c'est de récupérer ton cash le plus rapidement pour aller passer à un autre projet par la suite. Donc, si ça vaut 300 000, n'essaie pas d'avoir 310 puis rester pris avec pendant un an. Vends ça à 290, fais un petit peu moins de profit, mais débarrasse ton inventaire pour passer à un autre projet. C'est rappeler, Marc, aussi que les statistiques de la SCHL dernièrement disaient qu'il y avait 12% de report de paiement hypothécaire là, au Canada, là, si on n'a pas les statistiques au Québec. Donc, à voir, là, ça va être intéressant de voir dans les prochains mois comment les gens vont redresser leur paiement hypothécaire. Donc, à surveiller au niveau des maisons. Il y avait une question de Catherine, avec un K, Catherine Gauthier. J'ai acheté en novembre ma première maison bungalow avec une mise de fonds de 5%, bravo. Et j'ai fait louer mon sous-sol pour générer un revenu avec un petit bouhou, là, vous ne le voyez pas à l'écran. Pour acheter mon deuxième logement, dois-je absolument avoir une mise de fonds de 20%, peu importe le type de logement? Yvan, est-ce que tu y vas ou tu me le laisses? Donc, je comprends, ta maison, tu l'as achetée avec une assurance hypothécaire. Il reste à voir quel assureur que tu as pris, si tu as pris SCHL ou Genworth ou Canada Guarantee. Idéalement, c'est un petit hint que je vous donne. On commence par la Genworth. Et si on veut faire un autre propriétaire occupant comme tu as fait, on y va avec la SCHL qui, elle, son mandat est de favoriser l'accès à la propriété. Donc, même si tu as fait un Genworth, ils vont l'accepter. Mais si tu fais l'inverse, ça se peut que ça floppe ton affaire dans le sens que tu vois le CHL, puis après tu vas faire un autre propriétaire occupant avec 5% de mise de fonds, puis tu s'en vas voir la Genworth, puis ça risque d'être refusé. Okay? Donc, il faudrait voir dans quel ordre tu le fais. Et oui, tu peux en faire peut-être une ou deux ou trois. Ça dépend du laps de temps, mais en novembre, en faire un autre, là, c'est. Donc, c'est rough un peu. Ils vont dire branche-toi, tu sais. Où est-ce que tu vas habiter? Donc, Catherine, on se croise les doigts pour que tu aies pris la Genworth en premier. Et peut-être tu peux aller voir la SCHL maintenant. Sinon, tu vas être obligé de mettre le 20% de mise de fonds, effectivement. Ouais, c'est juste une question. Le critère, Catherine, pour bonifier ce qu'Yvan a dit, c'est que faut que tu aies l'intention d'aller y habiter, puis évidemment, il faut que ça soit plausible. C'est sûr, si Catherine, tu es propriétaire occupant, puis là, finalement, tu déménages, puis ton emploi, je sais pas, il t'amène de la Rive-Sud à la Rive-Nord, ben là, tu as une raison derrière. Donc, ils vont demander c'est quoi la raison qui va t'amener à être propriétaire occupant. Personnellement, moi, je l'ai fait 3 fois pour vrai, en fait, puis la 3e fois, ça m'a été refusé, mais c'était pour vrai les 3 fois. Mais je l'ai fait trop vite, puis il y avait tout le temps des raisons derrière, mais au bout de 3 fois, comme disait Yvan, ça m'a été refusé. Mais pourtant, les 3 fois, j'étais bel et bien propriétaire occupant, mais ça a été trop rapide. Donc, c'est juste une question de savoir si ton histoire est plausible ou non. Donc, ça serait mon petit boni. Excellent. Alex revenait à la charge sur la remise en espèces. Il demandait d'élaborer sur les stratégies de remise en espèces ou autres, car il regarde activement pour un achat rapidement dans la région de la Naudière ou la Rive-Nord. Ben, c'est fort simple. Dans le fond, tu vas voir l'institution financière. Allez sur ratehub.ca. Peut-être tu peux le faire dans le crawler, Jean-Philippe. Ratehub.ca. C'est un site où ils vont répertorier les institutions financières qui vont vous remettre un montant quelques jours après avoir passé chez notaire. Ils vous remettent un montant, pourcentage du prêt qu'elles ont fait. Fait que s'ils vous ont prêté 300 000 pour la propriété et ils vous remettent, par exemple, 7 un chèque de 7 de 300 000 va faire 21 000 que tu vas récupérer quelques jours après avoir passé chez notaire. Mais en échange de ça, évidemment, les banques ne font pas de cadeaux. Hein. Ils vont augmenter le taux d'intérêt sur ton emprunt. Fait qu'au lieu d'être 2,5, ça va peut-être être 3,75, c'est des trucs du genre. Et là, ça va coûter plus cher par mois, mais tu viens de récupérer 21 000 pour
pour faire d'autres choses avec. OK? Donc, ça, c'est bon. C'est pas bon en mode flip. C'est bon en mode, comme Catherine tantôt qui a acheté une maison, qui habite, ben, si ça veut continuer à habiter là, c'est bien quand tu habites un certain temps. Mais si tu veux revendre ça dans 6 mois, il va falloir que tu remettes au prorata la remise en espèces que tu as eue, puis il risque d'avoir des pénalités, donc c'est pas avantageux. La remise en espèces, c'est bon quand on détient un immeuble plus sur du long terme. Okay? Il y avait Raphaël Champagne, je vais lire la question. Je viens d'acheter un triplex. Après combien de temps je peux le faire évaluer pour sortir de l'équité pour un prochain achat? J'ai payé moins que qu'est-ce que ça vaut réellement. Je ne sais pas si tu veux commencer puis je bonifie ou vice-versa, Yvan. Je te laisse diriger. Si ton premier achat, ils vont te demander, les banques, d'attendre un certain temps. En règle générale, il n'y a pas de rien dans la loi, là, mais tu sais, dans le marché, on rencontre du 1 an. S'ils retournent après 2 mois, tu as fait un profit à l'achat, tu veux refinancer, ils vont dire, ben là, tu viens de l'acheter, ça ne va pas plus cher, donc attends encore un peu, fait que, mettons 1 an, mais tu peux t'essayer quand même avant. Dis pas non à la place de la banque. Essaie avant, puis ils vont voir, tu vas voir dans le fond ce que la banque te dit. Si elle dit, ben, attends encore 8 mois avant de nous revoir, ben, tu attendras 8 mois. Mais s'il accepte au bout de 4 mois, ben, vas-y. Donc, essaie, puis vois la réaction du créancier là-dessus. C'est ça, ça dépend beaucoup du créancier, en fait, là, Raphaël. Il y a des créanciers qui vont l'accepter, que ça soit rapide. Yvan, il a amené un bon point aussi à savoir est-ce que c'est la première fois que vous faites affaire à la banque, est-ce qu'il vous connaît. Il n'y a rien, il y a pas de loi, là. C'est pas dans la loi des banques le retrait d'équité rapide. Ils font juste ça pour se protéger contre une certaine fraude là, ou un certain blanchiment d'argent qui pourrait avoir lieu dans des échanges de propriétés comme ça. Donc, ils se protègent un peu. La règle d'1 an est pas mal standard. Dernièrement, avec la RBC, il était un peu plus strict dans le multilogement. Là, il me parlait de 3 ans. Et dans certains cas, puis dans un autre projet, il m'avait donné 2 mois. Donc, c'est vraiment spécial. Donc, ça va vraiment dépendre des différentes banques qui vont accepter ou non de faire refinancer ton équité. Mais essaie de négocier, comme je te dis, c'est pas nécessairement ferme. Surtout si tu achètes une autre propriété avec eux. Tu sais, où est-ce que tu dis, OK, on finance l'équité, mais on va acheter quelque chose d'autre. Donc, tout est négociable. On parle à des êtres humains, on ne parle pas des banques directement, on parle à des directeurs de compte. Donc, un bon directeur de compte pourrait montrer une certaine souplesse, mais règle générale, Raphaël, mettons, si on finit avec une réponse là, avec le pouce comme ça peut prendre 1 an. J'ai règle générale. Excellent. Sonia Arsenault, si tu investis dans un triplex et qu'après tu achètes une maison, ça reste difficile d'emprunter. Qu'est-ce que la banque va te demander? Il faut comprendre, Sonia, que les petits immeubles, maisons, condos, chalets et plex, jusqu'à 5 logements, le financement il est basé sur ta capacité personnelle à rembourser le prêt, donc à faire les paiements. Et là, pour répondre à ta question, il me manque beaucoup de paramètres. Je connais pas tes revenus annuels, tes engagements financiers, tes limites de carte de crédit, tes prêts auto, tes prêts étudiants, tes emprunts personnels que tu as faits. Donc, tout ça va influencer ta capacité à réemprunter par la suite. Donc, conseil que je te donnerais, contacte un courtier hypothécaire, puis fais-toi faire une préqualification. Qui va te dire, OK, avec ton triplex, tes revenus, tes dépenses, tes engagements financiers, tu peux te permettre une maison de X milliers de dollars et là, tu vas être capable de t'enligner en fonction. S'il dit, tu ne peux plus emprunter, tu es vraiment à côté dans tes ratios, ben, tu vas avoir ta réponse. S'il dit, tu as encore de la place pour acheter une petite maison à 200 000, OK, je vais peut-être aller dans un autre secteur que je pensais. Je vais quitter le plateau, mettons. Je vais aller dans la banlieue. Donc, courtier hypothécaire pourrait te guider là-dedans et une préqualification, habituellement, c'est sans frais. Juste pour bonifier en attendant en même temps, soyez pas gênés, là, je l'ai écrit aussi, soyez pas gênés, si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. En fait, c'est une mauvaise question, on ne la mettra pas à l'écran, inquiétez-vous pas. Non, blague à part. Il n'y a pas de mauvaise question, soyez pas gênés, là, si vous vouliez demander l'avis de Yvan ou moi sur quelques sujets que ce soit. Soyez pas gênés. Donc, pour bonifier le point de Sonia, juste pour ajouter un peu, c'est pas nécessairement la question directement de Sonia, mais juste séparer 2 mondes dans l'investissement immobilier. Donc, les plex, Sonia, c'est à ta charge. Et comme disait Yvan, là, avec les différents ratios, dans un plex, ils prennent 100% des dépenses et 50% des revenus. C'est pour ça que ça fait mal à la qualification, parce que s'ils prenaient 100% des revenus, 100% des dépenses, ça l'aide un peu à étouffer ça. Mais là, il y a le 50% de revenus manquants. En fait, c'est toi qui viens le combler avec ton salaire personnel. Donc, les gens qui veulent faire de l'immobilier
puis ils veulent grossir beaucoup, ben, à un moment donné, il faut quitter le monde des plex parce qu'on n'est plus capable d'acheter. Et ce qui est triste, mettons, dans un cas où on achète plusieurs petits plex, ben, si on veut s'acheter un chalet sur le bord de l'eau, ben, éventuellement, on pourrait se faire refuser par la banque parce qu'on a trop d'immobilier. Imaginez comment c'est terrible. Donc, juste séparer les deux mondes. Dans le petit plex, c'est vraiment, c'est vous qui vous qualifiez pour étouffer ce 50%-là de revenus manquants. Et dans les 6 logements et plus, c'est plutôt le bâtiment qui se qualifie. C'est pour ça qu'on peut monter à 100, 200, 1000 logements éventuellement. Donc, c'est juste une petite bonification en attendant que vous vous dégéniez puis vous mettez un petit peu plus de questions. Je sais qu'on en a reçu une de Valérie. Là, je te laisse y aller, Yvan. Hey, c'est bon quand même. 200 000 logements, ça commence à être du stock, hein? Ah, j'ai dit ça? Ah, j'ai dit de 100, 200, 1000 logements. J'ai fait un shortcut. J'ai peut-être fait un shortcut. Non. Même Grant Cardone, il n'est même pas là encore. Donc, Good. Donc, Valérie, si un propriétaire vend son plex, dans le fond, plex ou peu importe immeuble, n'importe quel immeuble, là, qui a un locataire, donc, puis un locataire qui manque d'autonomie, donc c'est un monsieur de 82 ans, et le monsieur cause des dégâts d'eau. Ça n'a pas été dit dans la déclaration du vendeur, donc dans la DV. Il n'y a pas eu une mention qu'il y avait des dégâts d'eau causés par la personne. Est-ce que le locataire peut devenir un vice caché pour le nouveau propriétaire qui est toi? Il faudrait voir si le propriétaire le savait avant de vendre. Est-ce qu'il savait que la personne de 82 ans causait des problèmes d'eau et tout ça? Parce que si c'est apparu après l'achat, ton chat est mort, c'est pas un vice caché. Sinon, s'il savait avant puis il l'a caché, puis il l'a pas dit dans la déclaration du vendeur, techniquement, oui. Mais là, il faut voir, on parle de quel genre de dégâts d'eau. Tu sais, c'est des petites affaires qu'il oublie son bain, puis là, mettons, ça coule sur le plancher, puis ça endommage du J-Proc dans le logement du sous-sol, puis là, ça coûte 800 $ réparer ça. Ben, poursuivre en vice caché pour un petit montant, tu perds ton argent puis ton temps parce que ça va te coûter bien plus cher que ça en avocat. Fait que peut-être régler à l'amiable dans un premier temps avec l'ancien propriétaire. Ou si c'est vraiment des gros dégâts d'eau, le sous-sol est inondé, puis tu en as pour 50 000 de travaux, là, oui, peut-être. Mais je te dirais peut-être de contacter un avocat en droit immobilier, spécialisé en vice caché, si, comme je te dis, c'est des dégâts qui valent cher. Là. Okay? Mais si c'est une petite affaire, oui, c'est plate, OK, ça me coûte 1800 $ réparer ça. Mais poursuivre pour 1800, ça ne vaut pas la peine. Juste, Yvan, leur ajouter Valérie, oui, le propriétaire le savait, raison de la vente, et j'en ai pour 25 000 de dommages maintenant. Bon. Je ne sais pas si Valérie, c'est répétitif aussi, là. Ouais, quand même, ça va à peine, tu sais, si c'est 25 000, ça va à peine de risquer 3, 4, 5, 600 $ d'avocat, tenter de le récupérer. Puis encore là, 25 000, mais là, tu n'as pas les assurances là-dedans. Peut-être que les assurances pourraient t'aider. Oui, les assurances pourraient y aller. Je ne sais pas si le locataire a une assurance aussi. Hein. Ça pourrait être un scénario. Mais Valérie, si je peux me permettre un tout petit bémol, là, poursuivre en vice caché, moi, je l'ai déjà fait. Puis, quelle expérience désagréable. C'est mieux d'essayer de s'entendre à l'amiable avec le propriétaire pour commencer. Ben, en fait, étape avocat. Ensuite, peut-être entente à l'amiable avec le propriétaire parce que, en tout cas, moi, ça a été une expérience longue puis on n'a quasiment rien récupéré. On savait qu'on avait raison en plus, mais on n'a quasiment rien récupéré. Donc, à y penser à 2 fois, Valérie, pour ça. Okay. Voilà. Il y avait Vicky qui avait une question intéressante. Nous avons un triplex semi-commercial et nous avons fait un préfet à l'achat. Nous avons demandé à notre banque pour refinancer, mais elle refuse. En tout cas, des trucs pour nous aider. Je ne sais pas si tu veux y aller, Yvan, ou tu me... J'étais dans la ligne, je suis en train de regarder l'heure et les prochaines questions. Parfait, c'est du semi-commercial en plus, c'est parfait pour moi, Vicky. Ouais, c'est parfait pour toi, ça. Vicky, ça dépend la taille de ton commercial, OK? Si tu as un espace commercial qui est significatif, significatif étant plus que 50% de tes revenus proviennent du commercial, tu tombes un peu dans la section commerciale de la banque et là, les refinancements sont plus délicats à faire parce que dans le commercial, là, ils vont accepter des fois des refinancements, mais pour un autre projet. Donc, ça, c'est un volet. Là, on ne connaît pas encore toute la situation. C'est un volet. Si c'est plus que 50%, c'est délicat. Si c'est moins de 50%, c'est sûr qu'en ce moment, les banques sont également plus sensibles au retrait d'équité
Je ne sais pas, c'est en combien de temps aussi, Vicky, que tu as fait ça? Là, on a parlé de la règle d'1 an. Donc, ils sont un peu plus sensibles sur les retraits d'équité. Essaie de prouver l'argent que tu as mis dans le bloc si jamais il y en a eu à l'intérieur de cette année-là. Et là, tu peux attendre effectivement 1 an. Mais normalement, passer 1 an avec un Plex que tu as fait un profit à l'achat, mon conseil est assez strict et assez sévère. Change de directeur de compte. Si c'est un directeur de compte que tu n'es pas capable de faire, d'être un partenaire d'affaires dans lequel tu achètes d'autres bâtiments dans un retrait d'équité, moi, je te dirais, vas-y, change de directeur de compte ou change de banque. Je ne sais pas si tu as un terme de 5 ans, là, mais si tu as un terme plus court, ben, essaie de changer de banque parce que c'est sûr qu'avec une nouvelle banque, tu vas être capable d'avoir le retrait d'équité au complet pour ta banque. Donc, ça serait ça mes conseils. C'est sûr que la question, encore une fois, est large, là, dépendant si tu as 50% et plus, si tu détiens au moins depuis 1 an. Et si tu n'as pas beaucoup de commercial, puis tu détiens depuis 1 an, puis tu n'es pas allé chercher ton équité, moi, je te dis, change de partenaire d'affaires. Il faut que ça soit un partenaire d'affaires, ton directeur de compte, OK? Ou ton courtier hypothécaire. Un partenaire d'affaires. Voilà. De retour à toi sur la passerelle, Yvan. Yes. Merci, René. On va prendre Hélène Larose. Elle a converti un duplex en copropriété divise il y a très longtemps à Montréal. Donc, il faut comprendre qu'une copropriété divise, c'est des condos. OK? Est-ce que la ville autoriserait à revenir en duplex? Difficile de répondre pour la ville, mais par contre, sachez que chacune des villes ont leur règlement à savoir si on peut convertir ou non en condo. Et la ville a dit, OK, nous, on le permet, mais c'est pas la ville qui autorise au final. Qui autorise une conversion en condo au final? C'est la Régie du logement. Donc, selon moi, c'est plus la Régie du logement qui permettrait ou autoriserait de ramener ça en duplex. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas rien qui l'empêche. D'ailleurs, j'ai déjà vu, on voulait acheter avec des associés un 14 logements sur la rue Notre-Dame à Montréal, qui était en immeuble locatif, 14 locataires résidentiels, et la personne a converti en 14 condos. Il y avait 2 prêteurs privés dans le projet de 1 million chacun, fait que ça tournait à gros taux. Il n'a pas vendu des condos, et 1 an après, j'ai vu dans le registre foncier, quand je fais mes recherches, qu'1 an après, il avait fait une déclaration de copropriété pour les mettre en condo. Il y a eu une annulation de déclaration de copropriété. Donc, il a réussi à faire annuler les condos et ramener ça en locatif. Donc, oui, ça se fait, mais est-ce qu'ils vont l'autoriser? C'est toute une autre chose, mais d'après moi, il n'y aura pas de problème. Mais ils vont perdre des taxes. Parce que les taxes, ça va augmenter en condo. Évidemment, là, ils vont perdre des taxes. Ça va être un duplex, il va y avoir moins de taxes foncières que 2 condos. Mais d'après moi, ça va pas de problème. Informe-toi à la ville. C'est plate un peu comme réponse, mais je ne peux pas répondre pour la ville. JP, peut-être? Non, non, je n'avais rien à rajouter. Parlant de réponse plate, on y va avec David Gaboury. À partir de quel moment est-il pertinent de considérer l'incorporation? Vas-y, je te laisse lancer la réponse. Ben, ça dépend, David, ça dépend de ta situation financière actuelle, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de plusieurs facteurs. Et nous, en n'étant pas avocat, en n'étant pas fiscaliste plutôt, c'est très, très difficile de répondre. Il y a des gens, dès le premier achat, sont déjà incorporés. Il y a des gens comme un coach qu'on a eu, Gilles Laferrière, est à 170 portes son nom personnel parce que pour lui, c'était plus avantageux de l'avoir. Fait que c'est vraiment, on ne peut pas donner une réponse toute faite pour tout le monde. C'est du cas par cas. Puis ça se peut que tu t'incorpores, puis le prochain achat soit personnel pour une raison X et vice-versa. Parce que tu peux t'incorporer pour acheter un premier immeuble, puis là, tu décides de faire la MAPA qu'on appelle, donc la mise à part de l'argent, pour essayer de réduire, de déduire tes intérêts sur ta maison personnelle. Mais pour ça, ça prendrait un immeuble à revenu à ton nom personnel pour le faire. Fait que tu vas peut-être acheter ton prochain immeuble personnellement, même si ton premier est incorporé. Donc, c'est vraiment du cas par cas, achat par achat. Il faut que tu regardes la bonne stratégie. Tu me permets-tu de retaper sur le clou, Yvan? Le meilleur conseil que vous ne pourrez pas avoir, c'est un conseil gratuit. Avocat fiscaliste, David, regarde avec un avocat fiscaliste, regarde ta situation et après ça, lui, il va être capable de te conseiller, là, à savoir. Rappelez-vous, c'est la plus grosse facture que vous allez payer à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à consulter. C'est pas qu'on ne veut pas vous donner la réponse, c'est que ça dépend de votre situation, ça dépend d'un paquet d'éléments, puis l'avocat fiscaliste va pouvoir vous aider. Voilà, c'est pas qu'on veut être méchant, là. C'est ça.
Il y avait Michel Steben, Yvan. Qu'en est-il de la mention sans garantie légale dans les listings? Qu'est-ce qui se passe quand on voit ça? Ben, si tu achètes un immeuble sans garantie légale, là, il faut voir, il manque peut-être un petit bout à ta phrase, sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Il y a deux choses différentes là-dedans. Sans garantie légale, c'est la qualité physique de l'immeuble qui n'est pas garantie. Et sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, c'est en plus de ça, les titres de propriété ne sont pas garantis. Donc, la qualité de l'immeuble ni les titres de propriété ne sont pas garantis quand c'est sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Et bon, quand on voit ça, il faut redoubler d'ardeur, il faut être vigilant, hein, parce que là, on achète sans recours contre le vendeur, à moins qu'il ait fait ce qu'on appelle du DOL. Puis là, j'expliquerai pas ça en détail durant le live, mais allez voir DOL, donc du DOL. Donc, le vendeur a menti volontairement, on pourrait le poursuivre, OK, parce qu'il faut prouver qu'il a menti et qu'on va être capable de gagner notre cause. Mais si on fait fi du DOL, là, si on achète sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur et le vendeur n'a pas fait de DOL, ben, vous n'avez plus de recours contre lui. Donc, vous achetez tel quel et vous vivez avec les problèmes. Fait que je pense que ça mérite d'avoir une baisse de prix. Idéalement, on tente de monnayer à la baisse cette non-garantie légale-là qu'on n'a pas, dans le fond, contre le propriétaire. Et par contre, dans le marché actuel, les immeubles à revenus sont presque toujours vendus sans garantie légale. Fait que si tu ne peux pas l'acheter comme ça, le vendeur va trouver preneur à quelqu'un d'autre qui va l'acheter sans garantie légale. Fait que dans les immeubles à revenus, c'est souvent comme ça, dans les temps qui courent. Les reprises bancaires, c'est toujours comme ça. Les successions, c'est presque toujours comme ça. Donc, beaucoup d'achats sans garantie légale sont faits présentement. Soyez vigilants. Une bonne inspection, une bonne déclaration du vendeur. Ne lésinez pas sur les tests de forme environnementale, de tout ce qui peut vous protéger. Donc, soyez vigilants quand on achète sans garantie légale. Et je crois que Jean-Philippe voulait bonifier. J'ai entendu un petit... Non, ben en fait, oui, j'ai entendu, j'ai réagi quand tu as dit tous les immeubles à revenus, 6 logements et plus. Beaucoup, j'ai dit beaucoup. Oui, non, mais j'ai pas contredit. J'ai fait comme oui. J'acquiesçais dans le sens, j'acquiesçais en ton sens, Yvan. J'ai dit oui, dans les 6 logements et plus, là, c'est presque rendu rare de trouver un 6 logements et plus qui est vendu avec garantie légale. Là. Les gens vendent sans garantie légale. Il y avait Sonia, il restait Sonia Caroline, soyez pas gênés. Si jamais vous avez d'autres questions, encore une fois. Il y avait Sonia, c'était vraiment large comme question. Écoute, Sonia, je peux peut-être y répondre pendant que Yvan, tu vas lire la question de Caroline. Mais est-ce que c'est mieux d'acheter un triplex ou quadruplex que de faire bâtir, j'imagine, un triplex quadruplex ou une maison, Sonia? Là, on va faire les deux scénarios. Faire construire un triplex quadruplex, moi, je vous le recommande, surtout dans un scénario où est-ce que vous avez un bon partenaire de construction, puis vous savez avec qui vous faites affaire pour essayer de diminuer les coûts. Mais c'est une belle aventure quand même pour commencer là, de construire un immeuble à revenus, là, que ce soit un triplex, quadruplex. Donc, si dans le réseau, tu as quelqu'un que tu connais ou tu as quelqu'un de confiance avec qui tu pourrais travailler, ça pourrait être une option. Sinon, d'acheter de l'usager, ça pourrait être bien. Encore une fois, c'est-tu la maison? Est-ce que tu voulais faire bâtir une maison ou un plex à voir? Et aussi, Sonia, ça dépend où est-ce que tu veux vivre. Si tu veux vivre, justement, on prend l'exemple du plateau, tu as construit quelque chose sur le plateau, c'est bien difficile. Les terrains sont bien rares. Donc, ça dépend où est-ce que tu es localisé. Est-ce qu'il y a des terrains disponibles pour le faire ou non? Est-ce que c'est la localisation que tu veux ou non? C'est très vague comme question, mais écoute, Sonia, en espérant que j'essaie de répondre du mieux que je pouvais. Je ne sais pas si Yvan, tu voulais bonifier ou on y va avec la question de Caroline. Oui, Caroline, elle a fait faire une évaluation agréée pour sa maison l'an dernier. Ils ont fait des travaux, des rénovations extérieures comme le pavage, le pavé, le crépi, portes et fenêtres. Est-ce qu'elle devrait faire évaluer à nouveau pour augmenter sa marge hypothécaire et pouvoir utiliser une portion pour investir en immobilier? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est sûr que là, le pavage, ça n'a peut-être pas donné grand valeur à ton immeuble. Le crépi non plus. Portes et fenêtres, peut-être. Portes et fenêtres peuvent avoir aidé. Cuisine, salle de bain, ça c'est bon. Ça change la valeur. Idéalement, Caroline, pour les prochaines fois, là, investis, mettons que là, tu as investi en portes et fenêtres, en crépi, en pavage, mettons que tu as mis 50 000, ben, mets 50 600 $, puis fais évaluer avant de faire les travaux pour savoir si les travaux que tu vas faire vont donner de la valeur. Donc, voici votre gris, ce que je vais faire. Peux-tu me sortir une valeur potentielle après travaux, dans un mois ou deux, on va finir les travaux. Comment ça pourrait valoir?
S'il dit, ben, ça va valoir 5 000 de plus, puis tu es en train de mettre 25 000 de travaux, peut-être que tu vas changer tes plans. Donc, mais oui, faire évaluer, puis ça se peut que les taux d'intérêt aient changé depuis que tu as fait tes travaux. C'est l'an dernier, ça, si je me souviens bien. Oui, l'an dernier. Fait que peut-être les taux d'intérêt plus bas vont t'aider à obtenir plus de financement. Peut-être ta situation financière a changé aussi. Tu as peut-être clairé des cartes de crédit, tu as peut-être enlevé des prêts qui traînaient, qui vont te donner plus de capacité pour avoir une marge de crédit hypothécaire avec l'institution financière. Daniel, qui avait une question intéressante, une longue question, mais qui vaut la peine. En fait, ça revient encore au monde des plex et des multilogements. J'ai deux triplex rentables et la caisse est difficile avec moi. Ils disent que j'ai des ratios, peut-être manque un mot, de 60. Je doute qu'ils veulent une mise de fonds de 35 %. On est 3 proprios à chaque immeuble avec un bon salaire. Moi, je veux acheter un condo. Je suis mieux de changer de directeur. Le problème, Daniel, c'est que c'est pas mon directeur de compte. Le problème, c'est que c'est la loi sur les banques. Si tes ratios, parce que quand on achète un plex, puis corrige-moi, Yvan, là, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un plex. Ouais, là, j'ai vu tes yeux, tu as commencé à m'écouter. Qu'est-ce que je disais pendant que tu lisais les questions? Ils ont acheté deux quadruplex rentables, 3 proprios chaque, normalement, ils sont caution à 100 % de la dette. Donc, on ne vient pas diviser Daniel dans ce scénario-là. Puis corrige-moi, je ne suis pas 100% sûr, Yvan, mais normalement, quand tu signes ça, 3 proprios, tu peux être caution à 100% de la dette. Donc, c'est comme si tu l'avais acheté toi-même, Daniel, dans ce problème-là. Donc, dans ce cas-là, c'est que c'est pas la loi, c'est pas le directeur de compte, c'est plutôt la loi sur les banques qui va venir te limiter parce qu'effectivement, comme tu es caution à 100% de la dette elle t'appartient à 100% et donc tes ratios sont à côté et là, tu peux pas acheter un condo, c'est normal. Ce que je vous conseille, plutôt que d'essayer de changer un directeur de compte ou quoi que ce soit, passez dans les 6 logements et plus. Vous avez déjà acheté 2 4plex, allez-y dans les 6 logements, ça ne tiendra plus compte de vos ratios, puis là, vous allez pouvoir être vous ne serez plus limité. Là. Encore une fois, c'est hyper fréquent qu'on voit ce problème-là. Daniel, les gens achètent un duplex, un triplex, un quadruplex, puis là, ils ne peuvent plus acheter. Puis là, ils viennent nous voir et disent hey, comment vous faites pour avoir 100 logements et plus? C'est impossible, je ne suis pas capable d'en avoir plus que 10. C'est ça, c'est qu'on passe du côté, de l'autre côté, là, que j'appelle affectueusement le bon côté de la force, les 6 logements et plus, ou est-ce que c'est plus vous qui financez, mais les plex? Fait que, Yvan, tu confirmes qu'est-ce que je dis? Oui, ils font 100% caution. Fait que ça, c'est un petit peu plate. Peut-être les prochaines fois, ou ceux qui écoutent, ils sont dans la même situation, peut-être il y allait avec des contre-lettres. Ils disaient, bon, OK, on en met un au nom d'une personne avec une contre-lettre, puis on fait le prochain à mon nom avec une contre-lettre disant qu'on est 50-50 sur chacun des immeubles. J'ai manqué le début des pourcentages. Là. Je ne sais pas si c'était combien. Il n'y a pas de pourcentage dans la question. C'est juste qu'ils ont acheté 3 proprios, 2 triplex et un quadruplex. Ouais, c'est ça. Dans une stratégie, il aurait été bon de dire ben, on en met un à un nom, puis le prochain, on le fera à l'autre. Parce que sinon, comme Jean-Philippe a dit, vous êtes 100% caution des 2 immeubles ou des 3 immeubles, puis là, c'est selon vos ratios, puis là, c'est débalancé. Fait que vous êtes condamné à l'excellence, aller dans les 6 et plus un jour. Le bon côté de la force. Tout le monde est confronté à ça un jour. Souvent, les gens commencent avec un petit duplex, triplex et tout ça. Puis là, à un moment donné, ils bloquent au financement. Puis là, ils se rendent compte que c'est bien plus rentable un 8, mettons, qu'un petit duplex. On passe tout par là. Puis un jour, vous allez aller dans le 6 et plus. C'est comme ça. Donc, je n'ai rien à ajouter. Tu as très bien expliqué, mais c'est mon petit grain de sel. Un petit grain de sel en ce lunch immobilier. Oh, que c'est beau. Il y avait Martin Boivin qui était une question intéressante. Location d'une maison versus un petitplex, avantages et inconvénients des deux. Je sais pas si. Ça pourrait être long, ça, là. Regarde, si tu veux, je vais y aller, Yvan. Je vais la démarrer, puis tu modifieras si jamais tu veux. Donc, pour le dessert, la question de Martin, une maison versus un plex, souvent, c'est difficile de louer une maison cash flow positif. OK? Les maisons là, ça se vend 200, 300, 400 000. Et là, regardez le prix par porte. Le prix par logement, c'est ça qui va vous donner un indicatif de rentabilité ou non avec le projet. Fait que dans le fond, tu achètes une maison, je sais pas, 250, 300 000. Tu as un logement là-dedans, donc ton prix par porte, c'est 300 000. Tandis que là, tu achètes un quadruplex que tu payes 800 000, par exemple. Et là, c'est 4 logements pour 800 000. Ça veut dire que chaque logement, en réalité, te coûte 200 000.
Et oui, il y a une différence de loyer dans tout ça, mais c'est plus facile dans un petit plex parce que ton coût par logement est plus faible et donc c'est possible de le rentabiliser avec un certain loyer. Donc, c'est pour ça que les maisons, c'est difficile à rentabiliser. Le coût du logement est tellement élevé, puis le loyer n'est pas capable d'être assez élevé pour couvrir ce coût de loyer-là. La différence. Donc, c'est difficile d'être cash flow positif avec des maisons. J'en connais, mais c'est pas facile. Tandis que dans un petit plex, c'est difficile aussi, surtout dans les grands centres. En fait, à Montréal, oubliez ça. À Québec, je connais pas assez le marché, mais c'est vraiment difficile. Si vous êtes un petit peu à l'extérieur des régions, c'est possible de le rentabiliser parce que tu as plus de logements. T'as plus de logements pour le même prix. Fait que ça te permet de réussir à être cash flow positif. Yvan, je t'ai entendu faire un bruit. Oui, on va en parler longtemps de ça, mais tu sais, là, il y a aussi la notion de risque. Tu sais, tu as ta maison que tu achètes à 300 000, que tu loues, ben, si t'es 2-3 mois vacant, ben, tu absorbes tout ça. Tandis que ton 4 logements, c'est un logement vacant, ben, c'est un parmi 4 logements. Fait que ton risque est diminué quand tu as un multilogement ou quand tu as un plex. Ensuite, complexe, ben, il va avoir une portion des revenus qui vont être considérés lors de l'achat. Donc, tu l'achètes, il y a déjà des locataires en place, ça va t'aider au financement. La maison, ben, en général, quand tu l'achètes, il n'y a pas de locataire, mais tu pourras en trouver un rapidement, là, un locataire, pour t'aider à financer tout ça. Donc, la notion de risque, comme je dis, la notion de revenus aussi à l'achat qui t'aide à financer tout ça. En gros, je pense que c'est ça. On pourrait élaborer. Ouais. Il y a une question qui revient quelquefois. Gab, j'imagine pour Gabriel. Je regarde pour acheter une maison de chambre. Quels sont les points à regarder versus un plex ou plus un immeuble à revenu, là, si on va vers la bonne comparaison, là. Donc, Yvan, je vais te laisser y aller. Tu avais fait une merveilleuse entrevue là-dessus, d'ailleurs. Oui, mais j'étais encore concentré sur autre chose. Je regarde pour acheter une maison de chambre. Quels sont les points à regarder selon vous versus un plex? Ben, le financement. Le financement, si on n'est pas avec des jardins, il risque d'être plus difficile dans une maison de chambre. Donc, tu vas mettre plus de mise de fonds que dans un plex. OK, ça, c'est le premier point. Ensuite, si tu es localisé où, ta maison de chambre? Tu sais, si tu es à Montréal, oui, c'est populaire, une forte demande et tout ça. Mais si tu es en région ou en banlieue, ça risque d'être plus dur à trouver des locataires ou des chambreurs plutôt. Tu sais, une maison de chambre en face d'une université, la localisation va être importante et primordiale là-dedans, dans ta rentabilité. Est-ce que tu vas voir des étudiants, par exemple, qui ne seront pas là l'été, mais qui vont quand même payer? Ça, c'est le cool. Hein? Ils signent un bail d'1 an, mais ils ne sont pas là pendant 2-3 mois parce qu'ils sont retournés chez les parents. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait pas rajouté là-dessus sur une maison de chambre versus le plex? Moi, je fais juste mettre le point sur le trouble d'une maison de chambre versus un plex. C'est beaucoup plus de gestion. Là. Mais c'est plus de cash flow. Oui. Tu vas avoir du cash flow, mais ça va être plus accaparant. Oui. Là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de problèmes. Dites-vous là, que quand il y a un locataire qui rentre chez vous avec une valise, là, ben, il peut partir le soir avec sa valise. Gardez ça en tête. Là. Donc, quelqu'un qui arrive avec 2 enfants, il y a plus d'inertie. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? JP, on dit ça, mais on dirait la même chose à Philippe Brassard puis à Jacinthe Garcia Cournoyer, puis il dira pas de problème. On aime ça, nous autres. Il y en a qui commencent à spécialiser là-dedans de plus en plus. C'est un créneau qui apprécie. Effectivement. Bon point, Yvan. Chacun son créneau. Très bon point. Hey, on s'en va au dessert, là, même à l'apéro. 55. On est rendu au Porto, je pense. On est rendu au Porto. Alex Danet, il y avait une dernière question ici. Puis Gabriel faisait juste dire qu'il y avait quelque chose dans l'œil près de l'université. Dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux, là, les maisons de chambre près de l'université, parce que tu as une clientèle étudiante. Il y avait Alex qui disait que pensez-vous des achats de chalets locatifs? C'est drôle, j'ai eu la même réflexion cette fin de semaine. Chalets locatifs avec la situation actuelle avec l'exil des gens de la métropole. Je sais pas si tu avais quelque chose devant. Moi, j'ai quelque chose en tête. Là. Ah, vas-y, puis je vais me la même chose. Ben, moi, c'est très comique. En fait, je pense qu'à peu près tous mes amis se sont achetés un chalet dernièrement. Les gens voyagent moins, les gens sont intéressés à acheter des chalets, à faire les vacances à l'intérieur du Québec. Donc, très intéressant. J'ai vu vraiment plein de gens, plein de connaissances qui se sont mis à acheter des chalets
dans le coin. Donc, il y a une belle demande. Puis je pense effectivement que bien que le tourisme baisse, le tourisme interne, puis je suis pas un expert Airbnb, là, Jean Sasseville, qu'on salue, je sais pas si tu nous écoutes, Jean, qui est très, très bon avec ça, qui suit la situation de près. Mais ouais, intéressant parce qu'il y a eu une forte, en tout cas, je présume, et je parle de mon vécu à moi, j'ai pas de statistiques quoi que ce soit, mais à voir tout le monde qui a acheté des chalets, j'imagine qu'il doit y avoir une forte demande pour ça. Est-ce que ça va nécessairement tenir si l'année prochaine, tout le monde se remet à voyager et tout? Est-ce que ça va nécessairement tenir? Peut-être pas, mais là, pour l'instant, c'est incroyable. Tout le monde achète un chalet. En ce moment, en tout cas, dans mes connaissances, je ne sais pas si Yvan, tu avais quelque chose à rajouter. Oui, on voit plein de gens qui en achètent, mais est-ce que les gens vont les louer? Est-ce que les gens vont réussir à les louer pour les rentabiliser? Ils vont les utiliser pour eux autres? C'est une bonne question. Tout le monde veut s'en aller à Gaspésie cet été, semble-t-il. Il y a même des problèmes là-bas. Ils ont fermé des endroits. On dit non, on ne veut pas que le monde vienne coucher ici, à Saint-Anne-des-Monts, entre autres, je crois. Donc, oui, plusieurs en achètent. Est-ce que les gens vont les rentabiliser? C'est une autre histoire. Puis, oui, peut-être cette année, c'est ça à cause du COVID, comme tu disais. L'année prochaine, on verra. Mais c'est sûr qu'on est confiné au Québec un petit peu cet été-là. Fait que c'est pas mauvais de ce point de vue-là. J'ai hâte de voir la suite l'année prochaine de tout. Voilà. Ça faisait le tour des questions, Yvan, je crois. Donc, j'ai rescrollé ça. Donc, on était complet. Cette semaine, c'est très tranquille d'un point de vue formation. Ah oui, oubliez pas, ce soir, parce que j'ai 2-3 affaires qui sont venues en tête, là. On y est par les formations, très tranquille cette semaine pour les formations, la Saint-Jean et tout ça, on prend un break. La semaine prochaine, il y a 3 formations que vous avez vu défiler à l'écran. N'oubliez pas, on va annoncer ce soir les gagnants de notre concours La Fête des Pères. Fait qu'on a fait tirer 3 formations. Les flips, on fait tirer Transformant l'opportunité des multilogements trop chers, qui vient d'un livre que Jean-Philippe on a écrit. On a hâte de sortir d'ailleurs. Et une autre formation qui est l'art de faire des offres d'achat créatives. Donc, ne manquez pas ce soir sur la page du club l'annonce pour ceux qui ont participé. Sinon, Jean-Philippe, as-tu quelque chose pour notre livre? Est-ce quelque chose qui s'en vient, là? Pour notre livre, y a-t-il quelque chose? Faudrait que tu me l'annonces en même temps. Non, on attend une date de lancement, c'est sûr. En tout cas, je pense qu'on l'a déjà dit dans les lives, mais le livre est prêt, il est chaud, il est tout chaud, mais il n'est pas encore imprimé. Donc, dès qu'il est imprimé, on va être super content de vous partager ça. Et avec une date de lancement, en tout cas, on a le droit à 50 personnes pour l'instant. Donc, je ne sais pas si on va voir qu'est-ce qui va se développer avec tout ça. Bien sûr. Sinon, passez une belle Saint-Jean à tous. Soyez sages dans votre Saint-Jean virtuel, je crois. Oui, ça va être une Saint-Jean virtuelle. Ouais. Ben, bonne Saint-Jean, bonne fête du Canada aussi, ou c'est la semaine prochaine, on a le temps. La fête du Canada, on a le temps. On a un autre live avant ça. Donc, on va avoir le temps de vous souhaiter une bonne fête du Canada aussi. Bonne fête de la Saint-Jean. On a eu plein de merci en passant. Merci, c'est le fun de vous voir écrire les questions. C'est le fun quand vous appréciez la réponse de nous écrire, ça nous fait plaisir. On fait ça évidemment entièrement gratuitement, donc on essaie de vider notre cerveau le plus possible sur l'heure du lunch pour vous aider à devenir de meilleurs investisseurs immobiliers. Excellent. Fait que, bonne Saint-Jean à tous. Profitez-en. Abusez pas trop des bonnes choses de la vie, par contre. Soyez prudents. Et on se revoit, nous, pour un prochain questions et réponses. C'est le 29 juin. Donc, lundi prochain à midi. Soyez des nôtres. Yes. Merci. Salut, Yvan. Bye.